Merci Fanny pour cette introduction. Et aujourd'hui, donc, nous allons avoir le plaisir de passer la première heure ensemble de la journée et de clôturer cette semaine sur un sujet relativement complexe, puisque nous allons parler de la problématique des modifications en cours d'exécution qui peuvent se produire dans le cadre d'un marché public. Alors, Fanny vous a expliqué qu'on travaillait avec 4 questions. Vous avez eu l'occasion donc déjà d'en prendre connaissance lors de votre inscription. Et avant de débuter par ces 4 questions, nous allons faire une brève introduction qui est nécessaire et qui va permettre de comprendre la notion même de modification. En réalité, on peut distinguer 2 types de modifications. Tout d'abord, il y a les modifications qui sont liées à certaines circonstances qui peuvent conduire à une révision du marché. Ce sont les articles 37 et suivants du RGE. Et c'est des modifications qui sont réglées par des clauses de réexamen et par le principe de la révision. Ces hypothèses seront principalement examinées dans le cadre des questions 1 à 3. Dans un deuxième temps, nous examinerons le deuxième type de modification. Ce sont davantage des modifications qui sont liées à un ordre qui va être donné par le pouvoir adjudicateur. Et là, on sort des articles 37 et suivants du RGE et on arrive dans l'article 80 du RGE. Ce sera la dernière question qui sera examinée par Nicolas dans un dernier temps. Alors, qu'est-ce que l'on entend par révision et clause de réexamen? Le siège de la matière se trouve situé à l'article 9 de la loi sur les marchés publics, donc qui s'affiche à votre écran, et qui stipule que les marchés publics sont passés à forfait. Le principe, c'est donc le forfait, sans qu'il ne puisse être apporté, dans le cadre de leur exécution, des modifications considérées comme substantielles, sauf dans des cas bien spécifiques qui sont prévus par le roi, donc par l'arrêté royal, et dans les conditions qui sont fixées par lui. Donc la règle, c'est le forfait, interdiction normalement des modifications substantielles, sauf exception. Cet article 9 de la loi est mis en exécution par l'article 37 du RGE, et cet article 37, grosso modo, finalement, il restipule plus ou moins ce qui est prévu à l'article 9. Donc, on le voit également qui s'affiche sur la slide, et on retrouve les mêmes notions. Donc, on peut constater donc que les marchés ne peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation, sauf dans les cas qui sont expressément prévus. C'est une règle qui va être de stricte interprétation, donc on pourra vraiment avoir ces modifications et ces révisions que dans un cadre qui est bien prévu et spécifié. Alors, finalement, pourquoi on prévoit cette règle de stricte interprétation et pourquoi, quelle est la justification finalement derrière cette règle du fait qu'on ne peut pas modifier à son gré le marché? C'est le principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires. Tous les opérateurs économiques qui sont intéressés par le marché doivent avoir connaissance des possibilités de modifier le marché dès le départ, donc à savoir au moment où ils vont prendre connaissance des documents du marché. L'objectif, donc, c'est bien d'avoir une égalité et une transparence et s'assurer finalement que chacun ait les mêmes cartes au moment où il décide de soumissionner ou de déposer donc une offre pour un marché, et de savoir donc quand et comment il pourrait y avoir des modifications. Je vais laisser la parole pour la suite de l'introduction à Nicolas. Voilà, je remercie Ève, bonjour à tous. Donc effectivement, donc, comme Ève vient de l'expliquer, il y a le régime des articles 37 et suivants du RGE qui prévoit des possibilités de modifier le marché sans passer par une nouvelle procédure de passation. Alors ici, on a 2 types finalement de régimes qui vont cohabiter. On a un régime de modification qui va se faire sans clause de réexamen et qui, lui, est déterminé par les articles 38.1 à 38.6 du RGE. Et vous avez également un autre régime qu'on verra après et sur lequel on va s'attarder davantage, puisque les questions qu'on va voir
3 des questions en tout cas y sont consacrées, sont les modifications avec clause de réexamen. Alors, dans un premier temps, on va quand même voir brièvement le régime des modifications des clauses, le régime de modification sans clause de réexamen, pardon. Et donc, vous avez notamment 4 hypothèses qui sont visées. La première hypothèse est visée à l'article 38.1 du RGE, c'est l'hypothèse des travaux complémentaires. Et donc, ces travaux complémentaires, ce sont des travaux qui sont devenus nécessaires en cours de marché et qui ne pouvaient être prévus initialement. Et donc, à ce moment-là, on peut effectivement procéder à une modification du marché, mais à condition également que le changement de concontractant cause un préjudice majeur et des difficultés majeures dans le cadre de l'exécution du marché. Alors, attention, on ne fait pas les modifications qu'on veut, puisqu'il y a aussi la loi, et ça c'est l'arrêté royal qui nous le donne, c'est un seuil d'augmentation, c'est un seuil pour les modifications qui sont faites, et ça ne peut pas dépasser 50% de la valeur du marché public initial. Alors, deuxième hypothèse, ce sont les circonstances imprévisibles qui sont visées à l'article 38.2 du RGE. Ici, effectivement, ce sont, comme leur nom l'indique, des circonstances imprévisibles. L'arrêté royal nous indique également que ces circonstances imprévisibles ne pouvaient pas être prévues par un pouvoir adjudicateur normalement prudent et diligent. Alors, exigence également dans le cadre de ces circonstances imprévisibles, c'est de ne pas modifier la nature globale du marché. Et alors, on retrouve également finalement ce seuil de 50%. Et donc, ces modifications sur base de circonstances imprévisibles ne peuvent pas dépasser 50% de la valeur du marché public initial. Alors, nous avons également un troisième cas, qui s'appelle, c'est des modifications de peu d'importance, la règle des minimis. Et donc ici, dans ce cas-ci, on doit avoir égard à un double seuil dans l'appréciation finalement des modifications qui vont être faites. Donc un premier seuil, c'est un seuil de 15% pour les marchés de travaux et de 10% pour les marchés de fournitures et de services. Et donc la modification faite ne doit pas dépasser 15% pour les marchés de travaux ou 10% pour les autres marchés du montant du marché initial. Et vous devez avoir égard aussi à un deuxième seuil qui est ce seuil de la publicité européenne, et donc les modifications ne doivent pas permettre de dépasser le seuil de la publicité européenne. Sinon, on sort du champ d'application de cet article 38.4. Alors, attention également, puisque finalement, cette règle des minimis peut donner envie finalement de pouvoir faire des modifications successives, des petites modifications successives. Alors, pour le calcul, il faut bien faire attention et avoir égard au fait que on prend toutes les modifications faites sur base de l'article 38.4 pour vérifier le calcul et le respect des seuils. Alors, enfin, nous avons également, ça c'est prévu aux articles 38.5 et 38.6, donc ce sont les modifications non substantielles. Alors ici, dans le cadre des modifications non substantielles, on a une petite particularité, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de limite de montant. On ne va pas donner de montant et de critères de montant, mais peu importe, mais il faut que la modification soit non substantielle. Alors, qu'est-ce qu'une modification non substantielle? Le texte ne le dit pas, mais l'article 38.6, par opposition, va définir la modification, quant à elle, qui est substantielle. Et donc, ces modifications substantielles, l'arrêté royal va nous donner des critères. C'est notamment une modification qui, s'il avait été connue dans les documents du marché, aurait pu permettre d'admettre d'autres participants, ou voire même d'attribuer le marché à un autre adjudicateur. Il y a aussi, finalement, est considérée également comme modification substantielle, une modification de l'équilibre économique du marché en faveur de l'adjudicataire qui n'était pas prévu initialement dans les documents du marché. Il y a également l'élargissement du champ d'application du marché. Et en dernier cas, vous avez le changement de soumissionnaire hors cas prévu par l'article 38.3 du RGE. Ici, par exemple, la jurisprudence pourrait considérer comme une modification substantielle un élargissement du champ d'application, par exemple par l'augmentation de la durée d'un marché. Imaginez, vous avez un marché qui est attribué pour une durée de 1 an. Là, on décide de modifier pour le faire passer à 2 ans. C'est une modification qui est considérée comme substantielle et donc qui n'est pas permise par la réglementation ici. Donc voilà, ici,
j'insiste bien, donc ce sont des possibilités de modifier le marché sans clause de réexamen. Donc ici, il n'y a pas de clause de réexamen qui doivent être prévues dans les documents du marché. On va voir par après, maintenant, et dans le cadre des questions, on va voir les autres modifications qui, elles, nécessitent une clause de réexamen dans les documents du marché. Alors, savoir ce qu'est une clause de réexamen, il faut la définir. Et ça, la définition de cette clause de réexamen, elle est donnée par l'article 38 du RGE. Il s'affiche dans les slides, je ne vais pas vous le lire, mais cet article est intéressant puisqu'il permet des modifications, notamment quelle qu'en soit la valeur monétaire, pour autant qu'une clause de réexamen qui doit avoir un certain contenu et qui est définie par l'alinéa 2 de l'article 38, prévoit les différents éléments qui sont la définition du champ d'application de cette clause de réexamen, la nature des conditions possibles et les conditions dans lesquelles on peut faire usage de cette clause de réexamen. Et alors, il y a aussi à l'alinéa premier, et ça c'est une exigence qui est particulièrement importante, c'est une exigence quant à sa rédaction. Et donc on exige qu'elle soit rédigée de manière claire, précise et univoque. Alors, à cet égard, la jurisprudence, et notamment un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, vous pardonnerez mon accent, Succi di Fructa, donne des critères finalement pour définir ces clauses de réexamen et leur caractère clair, précis et univoque. Alors, comme Ève l'a indiqué ici, derrière tout ça, il y a un souci, c'est de préserver l'égalité entre les soumissionnaires et notamment un principe de transparence. Et finalement, la jurisprudence nous le dit bien, le but, c'est, derrière ces clauses de réexamen, c'est d'éviter d'un risque de favoritisme ou d'arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur envers un adjudicataire. Alors, quant à cette exigence d'un caractère clair, précis et univoque, la jurisprudence nous explique et nous impose qu'en fait, ce caractère clair, précis et univoque est rencontré à partir du moment où la clause, de par sa rédaction, ne permet pas d'avoir des interprétations divergentes de la part entre notamment le pouvoir adjudicateur et son adjudicataire, ou même entre les différents soumissionnaires, puisqu'on exige également que, comme elle est dans les documents du marché, les soumissionnaires puissent également, au moment de remettre leur offre, remettre cette offre en fonction notamment et en connaissance de cause vis-à-vis de ces clauses de réexamen. Attention aussi, la clause de réexamen ne doit pas permettre de modifier le marché à son gré pour le pouvoir adjudicateur. Donc voilà, ça c'est l'exigence de la clause de réexamen. Alors, ces clauses de réexamen, une fois qu'on est dans un des cas qui applique l'application du clause de réexamen, on va les voir dans les questions, il y a des conditions de mise en œuvre. Alors, ces conditions de mise en œuvre, elles sont particulièrement importantes et on va aussi y revenir plusieurs fois. Vous allez sans doute penser qu'on se répète là-dedans, mais ces conditions sont importantes puisque elles sont prévues à peine de nullité et à peine de déchéance. Et donc, cette première exigence, elle est prévue notamment à l'article 38.14 qui prévoit notamment un délai pour finalement demander l'application de la clause de réexamen. Et ce délai, c'est un délai de 30 jours adapté de la survenance des faits ou des circonstances qui entraînent finalement cette application de la clause de réexamen. Et alors, on exige que ce soit fait également par écrit. Alors, vous avez également un article 38.15 qui, lui, concerne le contenu de ces clauses, enfin de cette demande d'application de la clause de réexamen, de cette dénonciation des faits. Et donc, cet article 38.15 ne s'applique par contre qu'aux articles 38.9 à 38.11. L'article 38.12, on y reviendra, c'est une suspension du marché par le pouvoir adjudicateur. Et donc ici, effectivement, on va y venir, l'article 38.15 n'a pas à s'appliquer puisque les circonstances finalement sont différentes et émanent du pouvoir adjudicateur lui-même. Ici, donc, cet article 38.15 exige, quand on a des circonstances ou des faits qui impliquent l'existence et la mise en œuvre de la clause de réexamen, qu'on indique en quoi finalement ces circonstances et ces faits ont un impact sur l'exécution du marché et donc justifie l'application de la clause de réexamen. Donc ici, ces faits doivent être communiqués également dans un délai de 30 jours. Donc ici, c'est un délai qui est... Le délai de 30 jours, c'est quelque chose qu'on doit retenir ici et je pense qu'il doit être martelé à corps et à cri.
Alors, ce délai de 30 jours, il s'applique, et cette exigence s'applique peu importe que les faits et les circonstances soient connus ou non du pouvoir adjudicateur. Donc, je veux dire, par excès de prudence, il convient toujours d'informer le pouvoir adjudicateur effectivement des faits et des circonstances, parce qu'il peut se retrancher effectivement derrière le fait qu'on n'ait pas averti et qu'on n'ait pas fait cette notification prévue à l'article 38.15. Et finalement, l'objectif, c'est de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler effectivement la réalité de l'incidence des faits et des circonstances sur l'exécution du marché. Alors, vous avez un deuxième délai qui doit être pris en compte, c'est le délai qui est prévu à l'article 38.16. Donc, vous avez effectivement des faits et des circonstances qui impliquent la mise en œuvre d'une clause de réexamen. Il y a un préjudice pour l'adjudicataire qui va devoir être réparé. Maintenant, au niveau du chiffrage de ce préjudice, c'est sans doute plus compliqué, puisqu'on ne peut pas nécessairement le chiffrer dans les 30 jours. Et donc, à cet égard, l'article 38.16 prévoit des délais dans lesquels cette justification chiffrée doit parvenir. Ici, dans le cadre d'un marché public de travaux, notamment, le délai qui va le plus souvent être repris, c'est ce délai de 90 jours à dater de la notification du PV de réception provisoire. Et donc, cette justification doit apparaître à ce moment-là, puisqu'on estime qu'à partir du moment où le marché est terminé, à ce moment, on peut avoir la justification chiffrée complète et on peut chiffrer l'impact finalement des circonstances et faits sur le marché. Pour les autres délais et les dates de prise en cours, je vous laisse le slide auquel vous aurez accès et vous pourrez revoir le texte qui est repris in extenso dedans. Alors, l'article 38.17 concerne et finalement reprend plus ou moins la même obligation que l'article 38.16, mais lui s'applique spécifiquement à l'article 38.10 du RGE, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et alors, ça, on y reviendra également, mais vous avez un article 38.18 qui est particulièrement important, puisqu'il faut savoir que quand on fait une réclamation chiffrée, on a toujours une faculté pour le pouvoir adjudicateur de solliciter une vérification sur place, et donc chez l'adjudicateur, des différentes pièces comptables afin de vérifier la réalité du préjudice invoqué. Et donc, maintenant qu'on a fait un premier tour et qu'on a un petit peu circonscrit la matière, je vais laisser la parole à Ève qui va vous informer sur la première question. Merci Nicolas. Donc effectivement, c'était nécessaire de faire ce rappel théorique, c'est un petit peu fastidieux, mais il faut bien comprendre ce que c'est une modification, ce que c'est une clause de réexamen, évidemment, avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet. La première question, c'est que faire lorsque l'équilibre contractuel d'un marché est bouleversé par des circonstances imprévisibles. Donc, on a un exemple qui va nous suivre pour la première question qui permettra de rendre les choses un petit peu plus concrètes. Donc, imaginons l'hypothèse d'une inondation de chantier causée par des pluies anormales qui vont retarder le chantier de plusieurs semaines, voire le rendre impossible. Est-ce qu'en tant que pouvoir adjudicateur ou en tant qu'adjudicateur, on est responsable de ce retard? Est-ce qu'on va pouvoir obtenir une prolongation des délais d'exécution ou une révision du marché ou voire la résiliation de celui-ci? On va trouver notamment des réponses au sein de l'article 38.9 du RGE. Ici, on se concentre principalement sur un bouleversement au détriment de l'adjudicataire. Donc, est-ce que l'adjudicataire va avoir ou pas des possibilités en cas de circonstances qu'il ne pouvait pas prévoir au départ? L'article 38.9 prévoit qu'il y a une obligation de prévoir dans les documents du marché une clause de réexamen lorsqu'il y a justement un équilibre contractuel du marché qui va être bouleversé au détriment de l'adjudicataire par des circonstances que l'on ne pouvait pas prévoir au départ et auxquelles finalement l'adjudicateur est resté étranger. On aura la possibilité d'invoquer cette clause de réexamen si on arrive à démontrer certains éléments, le fait que la révision est devenue nécessaire suite à ces circonstances dont on ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de son offre. Et donc, le principe ici, ce qu'il faut retenir de cette lecture, c'est qu'il y a une obligation de prévoir une clause de réexamen, qui permet d'offrir des solutions finalement à l'adjudicataire qui se trouve confronté à des circonstances imprévisibles.
L'article 38.9, finalement, valide l'application de la théorie de l'imprévision dans le cadre des marchés publics. Cette théorie de l'imprévision, en principe, dans le droit commun, elle est rejetée. Qu'est-ce que la théorie de l'imprévision? J'ai été une slide trop loin. La théorie de l'imprévision, c'est le fait qu'une convention va pouvoir être adaptée lorsque des circonstances imprévisibles viennent bouleverser l'économie du contrat et en rendre l'exécution exceptionnellement lourde. Cette notion de circonstance imprévisible va devoir être interprétée de manière stricte. Selon le rapport Hongrois, on parle même d'une circonstance qui présente un caractère extraordinaire ou imprévisible qui est constitutif d'une force majeure à laquelle l'adjudicataire ne pouvait pas obvier. La théorie de l'imprévision vient atténuer finalement le principe du forfait, qui est la règle en matière de marché public. Et pourquoi on a accepté une telle atténuation? C'est parce que finalement la situation de l'adjudicataire est aggravée par rapport à celle d'un entrepreneur qui réalise un marché privé. Pourquoi la situation de l'adjudicataire est aggravée? C'est parce qu'il est soumis à certaines contraintes plus importantes, notamment l'obligation de répondre au principe de mutabilité du contrat administratif. C'est le droit finalement pour une autorité de pouvoir modifier dans certaines circonstances un contrat pour les besoins de l'intérêt général, moyennant certes une compensation, mais c'est une possibilité pour le pouvoir adjudicateur d'ordonner des modifications. D'autre part, la situation de l'adjudicataire est également aggravée par rapport à un entrepreneur dans le cadre d'un marché privé, puisqu'il va être obligé de reprendre des travaux qui ont été, le cas échéant, donc interrompus par l'adjudicateur, et ce, avant même que l'on se soit accordé sur un montant d'indemnisation. En compensation de ce régime d'aggravation des charges, donc à charge de l'adjudicataire, on a accepté ce principe donc de validation de la théorie de l'imprévision et donc l'obligation d'insérer une clause qui vient rétablir l'équilibre lorsqu'il y a des circonstances imprévisibles qui vont être rencontrées. Alors, qu'est-ce que ce concept finalement de circonstances extraordinaires et imprévisibles? Ça comprend tant la force majeure, et là la force majeure c'est le fait d'avoir plus du tout de possibilité d'exécuter le contrat, ou alors des événements qui vont pas rendre finalement impossible l'exécution du contrat, mais vont rendre néanmoins la prestation plus onéreuse, plus difficile, et en tout cas le fait que cette circonstance va imposer une charge beaucoup plus importante sur l'adjudicataire. Alors, selon vous, petite question, est-ce que vous pensez que le cas qu'on avait pris, c'est-à-dire les inondations sur un chantier, peuvent être considérées comme des circonstances imprévisibles qui vont bouleverser l'équilibre du chantier? Je pense qu'il y a un sondage qui est lancé. Merci Marie. Donc je vous laisse répondre au sondage et je vous laisse quelques instants pour le faire. Alors, je ne sais pas si tout le monde a répondu, mais je vous propose de poursuivre et d'examiner donc la suite. Effectivement, selon l'analyse que l'on peut faire en l'espèce, donc les inondations du chantier peuvent entrer dans cette définition puisqu'il s'agit d'un événement imprévisible qui échappe à la volonté de l'adjudicataire et qui a bouleversé probablement l'économie du contrat et qui va rendre son exécution exceptionnellement plus lourde. Ce cas de l'inondation a déjà été rencontré dans la pratique et effectivement, la jurisprudence a reconnu et a retenu qu'il s'agissait bien d'une circonstance imprévisible qui rendait l'exécution du contrat plus difficile. Il y a d'autres exemples qui ont été retenus.
des intempéries particulièrement donc importantes, mais il faut, pour que ça rentre dans cette notion de circonstances imprévisibles, que ces intempéries soient considérées comme anormales pour le lieu et pour la saison. Donc pas simplement 2 heures de pluie en période hivernale, ça, ce sera considéré comme des circonstances qui sont normales, en tout cas pas des circonstances imprévisibles. Le fait d'un tiers a pu être également reconnu comme étant une circonstance imprévisible, donc notamment le fait d'avoir une nouvelle loi qui va entrer en vigueur, qui va réduire le temps de travail le temps de travail, donc suite à l'introduction d'une nouvelle convention collective. Là, on va considérer qu'on est bien face à une circonstance imprévisible. A également été jugé le fait d'avoir des nouvelles interdictions de circulation ou des limitations de vitesse. De nouveau, là, la jurisprudence a considéré qu'on était en présence d'une circonstance imprévisible. La défaillance du sous-traitant, ça, il faut être un petit peu plus attentif puisque on considère qu'on est responsable de son sous-traitant et donc on ne peut pas invoquer la faillite du sous-traitant pour se dégager à l'égard de l'adjudicateur puisque on doit répondre finalement de ce sous-traitant. C'est nous qui avons fait un lien contractuel avec le sous-traitant et donc l'adjudicateur n'a pas à assumer les conséquences s'il y a une faillite. Les sujétions imprévues, on a également certains cas qui ont été retenus comme circonstances imprévisibles. Et donc, les exemples qui sont sur le slide, c'est la découverte de vestiges archéologiques au cours des travaux de fondation ou la différence entre les plans as-built et la réalité. On se rend compte au moment de réaliser les travaux que les câbles et les canalisations souterraines ne sont pas à l'endroit qui avait été prévu dans les plans as-built. On a considéré que ça pouvait être constitutif également de circonstances imprévisibles. Par contre, n'ont pas été considérées comme des circonstances imprévisibles la maladie d'un gestionnaire sur le chantier ou le vol de matériel sur le chantier ou, je vous l'ai déjà dit, la faillite d'un entrepreneur. Alors, que va devoir faire l'adjudicataire s'il se trouve confronté à des inondations du chantier? En vertu de l'article 38.9, paragraphe 2, l'adjudicateur va devoir prouver la survenance de la circonstance, donc l'existence des inondations, va devoir démontrer qu'au moment où il a déposé l'offre, il ne pouvait pas imaginer qu'il y allait avoir inondation du chantier, donc ce n'était pas prévisible au regard des documents du marché. Et il va falloir démontrer que cette circonstance vient modifier en profondeur l'économie du marché dans une ampleur qu'on ne pouvait pas imaginer au départ. Au niveau concret, quel type de réparation? Donc, si on est dans les conditions, on peut poursuivre et on peut se demander qu'est-ce que l'on va pouvoir demander finalement dans le cas où on se retrouve avec cette circonstance qui est présente. La réparation, il y a plusieurs types qui est prévu. D'une part, on va pouvoir obtenir soit une prolongation des délais d'exécution, soit, si le préjudice est très important, donc il faudra démontrer dans ce cas-là le fait que le préjudice est très important, on aura la possibilité d'avoir une autre forme de révision, c'est-à-dire qu'on aura la possibilité d'adapter les différentes clauses du marché. Aucune clause contractuelle n'est exclue de la révision, donc ça pourrait très bien toucher les spécificités techniques, les clauses, les délais d'exécution ou les clauses financières. Finalement, ce sera souvent plutôt, l'adjudicataire va souvent plutôt demander des révisions qui sera d'ordre financier. Et dans ce cadre-là, toutes les conséquences préjudiciables vont pouvoir être prises en compte, donc que ce soit les coûts directs ou les coûts indirects. Il faudra néanmoins s'accorder avec s'assurer en réalité d'avoir une compensation financière qui soit suffisante pour rétablir l'équilibre du marché, mais pas majorer son bénéfice à l'occasion de cette clause de révision. Autre possibilité, si le préjudice est donc très important, c'est la résiliation. Mais là, la résiliation, c'est vraiment que dans des cas bien extrêmes, puisqu'il va falloir vraiment démontrer qu'on n'aura pas la possibilité de pouvoir réaliser le marché, sauf à se mettre finalement dans une situation où la propre survie de l'entreprise pourrait être mise en cause. Pourquoi on apprécie la résiliation de manière très stricte? C'est en raison de la continuité du service public, donc ce sera vraiment que dans des cas extrêmes.
Vous voyez que dans le mode de réparation, on n'a pas cette notion de dommages et intérêts, contrairement, on le verra plus tard, de faits qui vont pouvoir être cette fois-ci imputés au pouvoir adjudicateur. Pourquoi? Parce que justement, ici, on parle de circonstances imprévisibles et donc il n'y a pas cette notion de faute ou en tout cas d'imputabilité d'une situation. Au niveau de l'étendue du préjudice, je vais aller un petit peu plus vite sur cette notion-là, puisque en réalité, cet article c'est le paragraphe 3 qui le prévoit, et on se rend compte vraiment qu'il y a des seuils. Quand on atteint ces seuils, eh bien, on va considérer qu'on est dans cette notion de préjudice très important. Les seuils, ça vise à garantir une égalité entre les adjudicataires, et une fois qu'on atteint le seuil, eh bien, on ne devra pas approuver d'autres choses, on pourra considérer qu'on est bien dans un préjudice très important. Au niveau des seuils, donc c'est prévu au niveau, en fonction de la nature ou de l'importance du marché. Pour les marchés de travaux et les marchés de services qui sont repris à l'annexe 1, il y a un double seuil, soit démontrer qu'on a un préjudice de plus de 2,5% du montant du marché initial, ou alors il y a un autre cliquet, c'est avec des chiffres absolus, et donc c'est en fonction au départ du montant initial du marché, et si on arrive à prouver dans ce cas-là qu'on dépasse 175 000 euros, 225 000 euros ou 300 000 euros, on considérera qu'on est bien dans un préjudice très important. Le deuxième seuil, ce sont pour les marchés de fourniture et les marchés de services. Et bien là, on prévoit les marchés de services, donc autres que ceux visés à l'annexe 1, on prévoit un seuil de 15%. Donc, en l'espèce, dans le cas de l'inondation de chantier, il faudra démontrer avoir, puisqu'on est dans le cas ici d'un marché de travaux, d'avoir au moins, au minimum, un préjudice de 2,5% du montant initial du marché pour pouvoir démontrer être dans ce cas de recevabilité au niveau du préjudice très important et pouvoir demander la révision des clauses du marché. Au niveau dernier rappel, et on vous l'avait dit, c'est quelque chose d'important, ce sont les conditions de forme. Les conditions de forme, elles suivent finalement, elles doivent vraiment vous suivre pendant toute lorsqu'on se retrouve confronté finalement à une circonstance imprévisible. Il faut vraiment avoir le réflexe d'y penser, parce que on pourrait être privé finalement de son droit d'obtenir une révision parce que l'on n'a pas réagi dans les délais, ce qui serait dommage. Donc, ces conditions de forme sont prévues, et Nicolas vous les avait indiquées au départ, dans le RGE, aux articles 38.14 à 38.16, et il faut vraiment y être attentif sous peine d'être déchu de son droit et de ne pas pouvoir obtenir la révision. Donc, il y avait ce délai de 30 jours au moment où on a connaissance des faits et des circonstances. Donc, une fois qu'on a connaissance de l'inondation qui perturbe le chantier, il va falloir le dénoncer dans les 30 jours, même si c'est connu par le pouvoir adjudicateur. Donc, même si l'adjudicateur est bien au courant que le chantier a été inondé, il faut bien dénoncer ces faits. Il va falloir le faire par écrit et dénoncer également l'influence de finalement ces circonstances sur le marché. C'est cette dénonciation donc de l'influence, c'est quelque chose qui doit être fait de manière relativement sommaire, puisque la réclamation chiffrée, elle, on a un petit peu plus de temps. On a ce système donc de 90 jours à dater de la notification du PV de réception provisoire. Et donc là, il faudra par contre une réclamation chiffrée en bonne et due forme. Je vais laisser la parole à Nicolas pour la deuxième question de ce irrégal. Voilà, je vous remercie. Donc effectivement, on a une deuxième question qui est de savoir si l'adjudicateur a droit à des indemnités en cas de suspension du marché ordonné par un pouvoir adjudicateur. Donc ici, nous avons un petit exemple qui concerne finalement un marché de travaux dans lequel il est nécessaire, pour pouvoir exécuter les travaux, d'exproprier certains riverains. Et on va dire que le pouvoir adjudicateur a mis tout en œuvre pour obtenir ces envois en possession,
mais tombe sur un juge de paix un petit peu tatillon, tel le dernier résistant dans un village gaulois. Et du coup, finalement, le chantier doit être suspendu, l'exécution du marché doit être suspendue, puisque on n'a pas les terrains, donc on ne sait pas y travailler. Alors, dans ce cas-ci, c'est l'article 38.12 du RGE qui s'applique. Et donc, je ne vais pas vous lire le texte puisqu'il sera repris dans le slide. Et donc, ça, vous pouvez aller voir la disposition. Et donc, c'est l'article 38.12, paragraphe 1 qui s'applique ici dans notre cas, puisque le paragraphe 2 concerne une toute autre hypothèse dans laquelle on ne reviendra pas ici. Alors, dans l'hypothèse d'une suspension du marché ordonnée par le pouvoir adjudicateur, effectivement, l'adjudicateur a droit à une indemnisation pour autant qu'il respecte 3 conditions. Alors, la première de ces conditions, c'est que la suspension dépasse un délai total d'un 20e du délai d'exécution du marché et au moins 10 jours ouvrables ou 15 jours calendrier. Alors, le calcul jour ouvrable, jour calendrier, ici, dépendra en fait de la manière dont les jours sont exprimés dans les documents du marché. Alors, autre condition, c'est que la suspension du marché n'est pas due à des conditions météorologiques défavorables. Si, imaginons, on annonce une vague de gel et on ne s'est pas maçonné pendant une vingtaine de jours, ici, on n'est pas dans ce cas-là. Donc ça, ce n'est pas un cas visé par l'article 38.12. Et alors, cette suspension a lieu en dehors du délai d'exécution du marché. Donc l'adjudicateur ne pourra pas réclamer d'indemnisation si cette suspension du marché a lieu alors que son délai d'exécution était d'ores et déjà dépassé. Alors, l'adjudicateur a droit à une indemnisation, il a droit à des dommages et intérêts. Alors ici, le principe, c'est la réparation intégrale du dommage. Alors, qu'est-ce que cette réparation intégrale peut couvrir? C'est notamment le chômage des équipes ou le coût des équipes et des hommes qui sont mobilisés pour le chantier et qu'on ne peut pas remettre sur un autre chantier. C'est par exemple aussi les coûts de conservation du chantier, si le chantier est en cours. Ça peut être également aussi, notamment, un manque d'amortissement sur le matériel. Alors, comme je vous l'ai dit, le principe, c'est la réparation réelle et donc il doit y avoir donc on va essayer d'éviter les méthodes de réparation forfaitaire. Alors, effectivement, très souvent, on a peut-être par paresse ou par intérêt, on fait appel à des méthodes forfaitaires. Il y en a plusieurs. La plus connue est la méthode Flamme, dont l'auteur lui-même dit que ce n'est pas vraiment sa méthode, ce n'est pas tant sa méthode que celle de l'ancien ministère des Travaux publics. Mais voilà, cette méthode Flamme, effectivement, est retrouvée assez souvent dans les dossiers et pour justifier la réclamation, puisqu'elle a l'avantage, effectivement, d'être assez facile à mettre en œuvre. Maintenant, la jurisprudence commence à y voir quelques soucis, et puisqu'en fait, cette méthode, selon elle, aurait tendance à surgonfler les réclamations de dommages et intérêts qui sont faits. Et donc, la jurisprudence maintenant, hormis accord entre les parties pour appliquer la méthode Flamme, va plutôt avoir tendance à vouloir faire une vérification comptable des pièces. Vérification comptable des pièces qui, de toute façon, est toujours une possibilité d'être exigée par le pouvoir adjudicateur, puisque vous avez effectivement cet article 38.18 dont on a parlé à l'introduction, qui donne un droit pour le pouvoir adjudicateur de faire une vérification des pièces comptables, notamment par rapport à la réclamation qui serait faite ici pour les dommages et intérêts dus à la suspension du chantier. Alors, autre point important, effectivement, vous avez une suspension, vous avez une réclamation qui est faite. Alors, très souvent, le pouvoir adjudicateur va sans doute même trouver à y redire et va sans doute revoir la méthode d'évaluation qui est faite par l'adjudicateur. Mais l'article 38.13 prévoit qu'il y a une interdiction pour l'adjudicateur de suspendre, lui, ses prestations et ou de ralentir l'exécution du marché. Ici, Eve en a parlé tout à l'heure, c'est ici aussi finalement une application du principe de continuité du service public. Et donc, il faut
pas non plus pour l'adjudicateur se mettre en porte-à-faux vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, puisque si il utilise le prétexte finalement de ce désaccord par rapport à l'indemnisation pour suspendre le chantier, il risque évidemment de recevoir un PV de manquement qui pourrait donner suite à des mesures d'office. Maintenant, ici, ce n'est pas l'objet de la présente présentation. Alors, il y a une forme également qui doit être reprise pour cette demande de réparation. Alors, ici, cette demande, elle doit être faite par écrit. Alors, on a un délai strict de 30 jours. C'est le délai qui est prévu à l'article 38.14 du RGE. Et donc, 30 jours, délai strict de 30 jours à dater de la survenance de la suspension, donc de la réception du courrier du pouvoir adjudicateur qui suspend le marché. Et donc, ce délai est prévu à peine de déchéance. Donc, ce délai de 30 jours, c'est un petit peu finalement le fil rouge qui nous conduit tout au long de cette présentation. Et alors, vous avez ce deuxième délai. Ici, l'exemple et le délai qui est donné, c'est le délai de 90 jours. On est dans un marché de travaux, dans notre exemple, donc effectivement, c'est le délai de 90 jours à dater de la notification à l'adjudicataire du procès-verbal de la réception provisoire du marché. Puisque, effectivement, là, au cours de la suspension et dans les 30 jours, il n'est pas nécessairement toujours évident de pouvoir chiffrer le préjudice à ce stade, puisqu'il y a aussi toujours des possibilités d'avoir des suspensions successives du marché qui sont ordonnées. Maintenant, je vais laisser la parole à Ève qui va voir avec vous la troisième question. Pardon. Donc, la troisième question, il s'agit cette fois-ci d'une situation où l'adjudicateur se trouve face à des carences, lenteurs ou des faits quelconques de l'adjudicateur. En réalité, cette question est l'article 38.11 du RGE qui règle finalement la situation, vise tant l'adjudicateur que l'adjudicataire. J'y reviens dans quelques instants. Ici, on va surtout se concentrer sur la situation où c'est un fait qui est imputable à l'adjudicateur. L'exemple que l'on va suivre pour analyser cette question, c'est dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux, qu'est-ce qui se passe si l'adjudicateur se trouve confronté à un pouvoir adjudicateur qui tarde à mettre à disposition certains documents qui sont essentiels pour pouvoir réaliser le chantier, notamment, par exemple, les plans ou les documents d'ingénierie, et il y a un retard pour transmettre ces documents. L'article 38.11 du RGE prévoit une obligation d'insérer dans les documents du marché, en cas de fait dommageable subi par l'une ou l'autre partie, une clause de réexamen qui vient régler cette question. Le constat, quand on lit l'article 38.11, c'est que cette clause de réexamen est prévue tant si on est face à un fait qui est imputable à l'adjudicateur que un fait qui serait imputable à l'adjudicataire. Donc, c'est une formulation qui est symétrique afin de donner finalement à l'adjudicateur les mêmes droits de réparation que ceux qui ont été conférés à l'adjudicataire. L'idée, c'est vraiment d'avoir un équilibre. Toutefois, on peut quand même s'interroger sur la raison d'être de la clause en faveur de l'adjudicateur, puisque finalement, l'adjudicateur a quand même déjà beaucoup d'outils à sa disposition. On pense notamment aux mesures d'office qui sont prévues à l'article 44 du RGE et des possibilités, par exemple, d'infliger des amendes ou des pénalités. Peut-être que l'idée du législateur, c'était de donner au pouvoir adjudicateur une possibilité de pouvoir réparer ses préjudices du fait d'un retard, par exemple, de l'exécution du marché, qui ne serait pas compensé par les amendes qui ont été plafonnées la plupart du temps à 5% du marché. Mais voilà, a priori, cet article est plutôt destiné à être utilisé par l'adjudicataire et c'est pour ça qu'on a pris cet exemple qui est donc le fait d'avoir un retard causé par un fait de l'adjudicateur, le fait de ne pas avoir, par exemple, certains documents dans les délais et qui va donc causer des retards sur le chantier. Le champ d'application de cet article, donc ces dispositions visent non seulement les fautes qui sont donc imputables à l'adjudicateur qu'à ses agents d'exécution. Donc, il ne faut pas nécessairement que ce soit l'adjudicateur. Si c'est l'architecte ou l'ingénieur, et ce sera souvent ici
enfin, dans le cas, l'exemple qui est pris, ce serait plutôt une faute effectivement de l'architecte ou de l'ingénieur qui n'a pas transmis les documents à temps, eh bien l'adjudicateur répond également des comportements donc, qui sont liés à ces agents. Ça vise tant les comportements fautifs que les comportements qui ne sont pas véritablement fautifs, mais qui peuvent être imputés à une des parties et qui vont occasionner finalement un préjudice à l'adjudicataire. On a quand même une distinction entre le fait imputable, ici on le sent bien, et la première question qu'on avait vue, qui était des circonstances imprévisibles, là qui étaient totalement indépendantes de la volonté des parties. Alors, quels sont quelques exemples qui ont été retenus finalement comme validés comme fait imputable, manquement, carence, lenteur et qui va permettre de pouvoir bénéficier de cette clause. On a notamment le retard dans la mise à disposition justement de certaines données telles que les plans. On a également le retard anormal qui va être apporté dans l'ordre de commencer les travaux, le retard de paiement qui va conduire à la faillite de l'adjudicataire, des erreurs au niveau des études préalables, des essais géotechniques, par exemple, qui sont insuffisants ou des erreurs au niveau de la conception. Ont également été retenus le fait d'avoir certaines lacunes ou insuffisances au niveau du cahier des charges. Certaines discordances entre les plans ont également été retenues comme étant un fait imputable à l'adjudicateur qui va pouvoir permettre d'avoir l'utilisation finalement de cette clause de révision. Au niveau de la réparation, au niveau des conditions de fond, donc on va devoir apporter la preuve finalement du fait imputable. Donc ici, il va falloir démontrer que le pouvoir adjudicateur n'a pas transmis dans les délais qui étaient prévus les plans et il va falloir démontrer que ce retard a eu des conséquences puisque ça va occasionner finalement un retard dans la propre exécution de l'adjudicataire du chantier. Au niveau de la réparation, il y a 4 types de réparation possibles. Soit on va avoir la possibilité de demander une prolongation des délais d'exécution, soit on va pouvoir demander la révision du marché, donc c'est des différentes clauses du marché. On va avoir la possibilité aussi de demander la résiliation du marché, mais de nouveau, c'est que dans des cas extrêmes, ou on va pouvoir obtenir des dommages et intérêts qui vont devoir couvrir l'ensemble du préjudice subi. Et là, je vous renvoie à ce que Nicolas avait expliqué avec la formule FLAM. C'est vrai qu'on l'utilise très régulièrement, mais aujourd'hui, la jurisprudence, en tout cas, la remet régulièrement en cause. Ça, c'est vraiment pour mémoire. Je pense qu'on a tapé sur le clou aujourd'hui, mais n'oubliez pas, lorsqu'on veut utiliser une clause de réexamen, faites-le dans les délais et selon les formes qui sont prévues dans le RGE, parce que sinon, vous allez avoir une mauvaise surprise. Et ce qui va se passer finalement, c'est que même si vous avez véritablement subi un préjudice, que ce préjudice est avéré, si vous avez loupé les délais, c'est terminé et on ne saura rien faire pour rattraper la sauce, puisque c'est vraiment des délais qui sont prévus à peine de déchéance. Je vais laisser la parole pour la dernière question à Nicolas, qui va examiner l'article 80 du RGE et plus particulièrement donc, les ordres qui sont faits par le pouvoir adjudicateur, les modifications ordonnées. Voilà, merci. Donc effectivement, on arrive à cette dernière question du heure légale de ce jour, donc qui est la modification du marché en cours d'exécution par le pouvoir adjudicateur. Donc ici, par rapport aux dispositions qu'on a vues avant et donc le régime des articles 37 et suivants du RGE, on a une petite différence puisque c'est ici cet article 80 ne s'applique lui qu'au marché de travaux. Donc, les articles 37 et suivants ont vocation à s'appliquer tant au marché de travaux que de services et de fournitures. Ici, on est dans une application spécifique au marché de travaux. Alors,
Mais c'est un exemple un petit peu qui est dans l'actualité. Bon, suite à une augmentation du prix des matériaux, un pouvoir adjudicateur adresse à son adjudicataire un ordre modificatif afin de changer certains matériaux utilisés sur le chantier par des matériaux moins nobles et moins onéreux. Donc, on est dans des modifications ici qui sont, somme toute, fort simples. Donc, voilà, maintenant, les modifications peuvent prendre des formes diverses et variées. J'ai envie de dire, à ce moment-là, la seule limite est l'imagination. Alors, ce régime des ordres modificatifs, il est réglé par l'article 80 du RGE. C'est un article qui est relativement long, qui comporte 5 paragraphes. Il est repris in extenso dans les slides. Je ne vais pas vous faire l'outrage de vous le relire ici, mais bon, voilà, sachez qu'il existe. Alors, ici, on a une petite question qui est somme toute fort simple. C'est ici de savoir si l'application de l'article 80 du RGE nécessite-t-il la présence d'une clause de réexamen dans les documents du marché. Voilà, je vous laisse y répondre. Et donc, effectivement, ici, nous sommes dans un cas où il n'y a pas de nécessité d'une clause de réexamen. Donc, voilà. Alors, l'article 80 du RGE nécessite des conditions d'application. Cette première condition, c'est un ordre écrit du pouvoir adjudicateur pour adresser les ordres modificatifs. Alors, c'est écrit, c'est le cas le plus classique. Maintenant, vous pouvez avoir aussi une autre hypothèse qui est celle d'un ordre verbal adressé par le pouvoir adjudicateur. À ce moment-là, l'adjudicataire devra adresser un courrier recommandé au pouvoir adjudicateur pour lui faire part des différentes modifications. Et si ce courrier n'est pas démenti dans les 3 jours ouvrables qui suivent la réception, à ce moment-là, on est considéré comme étant face à un écrit. Alors, il faut savoir aussi qu'on a un cas spécifique dans cet article 80 qui prévoit que dans le cadre de modifications qu'on dit mineures, on peut les faire par une inscription simple au journal des travaux. Alors, qu'est-ce qu'une modification mineure? Le texte ne le dit pas. Maintenant, la jurisprudence et la doctrine considèrent que ici, c'est le bon sens qui doit s'appliquer. Et donc, on parle de modification mineure quand on parle de points de détail que l'avancement des travaux demande de voir traiter de manière efficace. Et donc, à ce moment-là, cette modification pourra être faite juste par une mention au journal des travaux, qui est un document, somme toute, contradictoire. Alors, quand un pouvoir adjudicateur adresse un ordre modificatif, il faut faire attention puisque, notamment, cet ordre modificatif devra aussi préciser si une prolongation de délai d'exécution du marché est octroyée, notamment sur base de l'augmentation du montant du marché et en fonction aussi de la nature des modifications et des travaux supplémentaires qui seront sollicités. Maintenant, à contrario, le pouvoir adjudicateur peut très bien prévoir dans son ordre modificatif qu'aucune prolongation du délai n'est accordée. Donc ce n'est pas automatique. Alors, les modifications ordonnées, elles peuvent se concrétiser de 3 manières différentes. Ça peut être la réalisation de travaux non prévus, le retrait du marché de travaux qui était initialement prévu, ou des menus modifications, d'autres modifications. Alors, quand on a ces modifications, il y a aussi la question finalement du coût de celles-ci. Alors, si ce sont des modifications dont des postes sont déjà prévus au mètré et qui ont déjà fait l'objet d'une remise de prix lors du dépôt de l'offre, somme toute, c'est assez simple puisque on part du principe que ce sont les prix qui ont été remis au mètré initial qui vont s'appliquer pour éventuellement des quantités supplémentaires qui seraient fournis, et donc ce sont les postes les prix du mètré qui s'appliquent. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y avait pas de prix initialement prévu, c'est un accord sur les prix unitaires qui devrait être conclu entre les parties. Alors, dans certains cas, ces ordres modificatifs, quand ils sont d'une ampleur telle, peuvent ouvrir un droit à révision des prix. Alors, il y a le cas notamment d'une augmentation des quantités prévues au mètré. Et alors, dans le cas
où les suppléments dépassent le triple de la quantité figurant au poste considéré du maîtrise, à ce moment-là, on a un droit à révision des prix, ou si le prix des suppléments relatifs au poste considéré dépasse 10% du montant du marché avec un minimum de 2000 €. Donc, on peut y être relativement vite. Alors, imaginons qu'on a effectivement une révision des prix vers le haut de certains postes ou vers le bas. À ce moment-là, quel est le prix qui va s'appliquer pour l'ensemble du marché? On doit faire une distinction. Donc, pour les quantités qui étaient initialement prévues au maîtrise, c'est le prix qui était prévu lors de la remise de l'offre qui va s'appliquer. Et c'est pour les quantités supplémentaires qu'à ce moment-là, on va appliquer le nouveau prix. Et donc, il peut y avoir, pour un même poste du maîtrise, ici, deux prix différents qui vont s'appliquer en fonction des quantités. Alors, il y a également un droit à révision des prix dans le cas d'une diminution des quantités, puisqu'effectivement, un pouvoir adjudicateur peut être impacté par une diminution des quantités, puisque sa marge et ses remises pourront peut-être être moins intéressantes et que son prix se justifiait par le nombre et par la quantité qui était fournie dans le cadre du marché initialement prévu. À ce moment-là, il y a un droit à révision qui est ouvert quand on soustrait 1/5 de la quantité initialement prévue d'un poste du maîtrise. Alors, qui a ce droit à révision? C'est tant l'entrepreneur que le pouvoir adjudicateur. Mais finalement, tout dépendra ici, par rapport à ce droit à révision, de l'impact du prix. Donc, imaginons, vous avez un pouvoir adjudicateur qui adresse une demande d'ordre modificatif et on a des quantités d'un poste du maîtrise qui vont être finalement explosées et largement dépassées, ça peut avoir un impact finalement sur le prix qui pourra aller peut-être plutôt vers le bas vu la quantité. Et à ce moment-là, le pouvoir adjudicateur pourra très bien demander effectivement une révision des prix unitaires pour les quantités supplémentaires. Alors, dans le cas inverse, effectivement, on peut avoir un prix qui est impacté de façon supérieure et qui va devoir aller en augmentation vu la diminution des quantités. À ce moment-là, c'est plutôt l'adjudicateur qui aura l'initiative de cette demande de révision des prix. Ici, on a encore, ce n'est pas prévu par l'article 38.14 cette fois-ci, mais c'est prévu par l'article 80 lui-même, un délai de 30 jours pour solliciter la révision des prix à dater de la réception de l'ordre modificatif ou ce qui en tient lieu. Quand on dit ce qui en tient lieu, ici, c'est cet ordre verbal qui est opposé au pouvoir adjudicateur et que le pouvoir adjudicateur n'a pas démenti dans les 3 jours ouvrables. Et alors, cette demande de révision doit être faite par écrit. Alors, la détermination du montant des prix de la révision, tout ça va se faire avec une négociation entre l'adjudicataire et l'adjudicateur. Ici, en fait, si vous avez un désaccord sur les prix, c'est le pouvoir adjudicateur qui va arrêter lui-même d'autorité les prix de la révision, avec une capacité toujours pour l'adjudicateur de contester cette décision, notamment par procédure judiciaire ou autre. Attention ici aussi, comme on l'a rappelé plusieurs fois, il y a le principe de continuité de service public qui s'applique et on ne peut pas prendre prétexte de ce désaccord par rapport à la révision des prix pour se ralentir ou stâter le chantier, au risque effectivement de se voir délivrer un PV de manquement. Alors, enfin, il faut savoir que ces ordres modificatifs, notamment quand ils ont tendance à retirer des postes du marché qui étaient prévus initialement, finalement entraînent une diminution et un manque à gagner pour le pouvoir adjudicateur et un bénéfice manqué. Alors ici, on a une indemnisation forfaitaire qui est prévue par la réglementation et qui est prévue à 10% du montant de la diminution du marché. Donc imaginons le pouvoir adjudicateur soustrait 100 000 € de prestations du marché, cette indemnisation de 10% permettra d'obtenir une indemnisation de 10 000 € pour l'adjudicateur. Voilà, j'en arrive à la fin de cette question et je vous remercie en tout cas pour votre attention.
Et donc, on peut passer aux questions.